les organisateurs de m'avoir invité à présider cette première table ronde. C'est un grand honneur et un grand plaisir que de participer à ce premier colloque des doctorants sur ce très beau sujet, l'excès et le droit public. Donc c'est un beau sujet qui pourrait faire l'objet d'une belle thèse, mais vous avez choisi de le traiter en colloque, ce qui est également une excellente idée. Cette première table ronde va porter sur l'excès objet du droit public. Donc je pense qu'on va essayer de tracer les limites, la définition de ce qu'est l'excès. Je me posais la même question que le professeur Priet. Est-ce que l'excès est forcément négatif? Est-ce qu'il n'y a pas aussi du positif? Et où est la limite entre l'excès positif et l'excès négatif? Où est la limite entre la normalité et l'excès également? Donc je pense que les premières communications vont nous donner des lignes directrices sur la définition de l'excès en tant qu'objet du droit public et à quel moment est-il sanctionné par la jurisprudence. Donc nous aurons 3 communications, une première de droit comparé sur la judicial review. Je vous poserai une question là-dessus, justement peut-être à titre préliminaire pour vous demander quelle est votre traduction pour les non-anglophones du judicial review et pourquoi vous le traitez au féminin. Une deuxième communication sur les sanctions administratives et l'excès, et puis une troisième communication sur l'excès en droit fiscal, qui vont nous permettre peut-être d'identifier ce qu'est l'excès en tant qu'objet du droit public. Donc, vous voulez procéder peut-être avec des questions après chaque communication ou à la fin à la fin de chaque communication, parfait. Alors, je vais tout de suite laisser la parole au premier intervenant sur la judicial review, moyen juridictionnel de sanction des excès de l'administration. Est-ce que vous avez juste une traduction pour les non-anglophones, peut-être? Alors, j'ai pas... Alors, je passe... C'est bon? Vous m'entendez? J'ai pas de traduction particulière. Ma thèse porte sur la judicial review, mais je la traduis pas en fait. Ce qu'on pourrait donner comme traduction littérale, c'est révision judiciaire. C'est pour ça que je mets un féminin. Après, bon, masculin, féminin, en droit anglais, c'est pas, comme vous le savez, c'est pas forcément très important au sens où c'est pas, ça détermine pas énormément de choses. Donc, je dirais révision judiciaire. Mais voilà. Nous vous écoutons alors. Merci beaucoup. Donc, en introduction, déjà, je vais m'associer aux remerciements qui ont été faits auprès de Nolwenn Duclos, Maxime Charité et Julien Sardet. Je te rétablis en tes droits, Nolwenn. Je t'en prie. Et voilà, donc merci à vous pour l'organisation de ce colloque. Pour la judicial review, en tout cas, j'ai pas forcément de traduction, mais j'ai un équivalent en droit français pour pouvoir aider peut-être les étudiants à comprendre déjà ce qu'est la judicial review. C'est à peu près l'équivalent en droit français du recours pour excès de pouvoir, c'est-à-dire que c'est un recours en légalité qui permet au juge anglais, par une procédure particulière, de contrôler l'administration et de veiller à ce que lorsque l'administration agit, elle respecte la loi. Alors en plus, c'est une procédure un peu particulière parce qu'elle est on va dire, entamée devant une division particulière, ça s'appelle l'administrative court, qui est une traduction cour administrative, même si ce n'est pas exactement comme un tribunal administratif français, mais c'est une cour un peu particulière, enfin une division particulière de la haute cour de justice, qui connaît de ce recours particulier, à peu près donc équivalent au recours pour excès de pouvoir. Alors, ma communication a 2 objectifs. D'une part, je vais mettre en évidence l'importance de la notion d'excès en droit public anglais, et notamment que cette notion a une importance constitutionnelle fondamentale. Et ensuite, j'aimerais mettre en évidence comment est-ce que cette notion d'excès a évolué et comment est-ce que de plus en plus le juge anglais, par le biais de la judicial review justement, contrôle l'excès de pouvoir en droit anglais et comment cette notion justement s'est étendue pour permettre l'extension du contrôle du juge, avec cette idée qui me semble fondamentale que cette extension du contrôle du juge est toujours faite, et c'est ça que je pense, si j'aimerais que quelque chose soit retenu de cette communication, c'est ça, c'est que cette extension s'est toujours faite en respectant la structure de base de l'ordre juridique anglais. Donc le contrôle des juges n'a jamais violé l'ordre juridique anglais, il l'a toujours un petit peu déformé, on va dire, mais il a toujours respecté le cadre qui lui a été donné. Je vais préciser ça par la suite. Pour arriver à ce double objectif, je vais raisonner en 3 temps. D'une part, je vais étudier et mettre en évidence l'importance de la notion d'excès en droit public anglais. Ensuite, je mettrai en évidence qu'au départ, les juges ont un contrôle très limité de la notion d'excès, notamment concernant le contrôle des erreurs de droit, et notamment les erreurs de droit qui affectent la compétence. Je reviendrai sur cette idée plus tard. Et ensuite, en 3e lieu, je mettrai en évidence les techniques qui ont été utilisées par les juges pour étendre leur contrôle jusqu'à l'état de droit positif, qui est aujourd'hui un contrôle très étendu. Donc, premier élément de cette communication, l'importance de la notion d'excès. Alors déjà, la notion d'excès en elle-même, elle existe en droit public anglais. Je ne l'importe pas du droit français pour pouvoir cadrer cette intervention ici. L'excès, ça existe. Vous avez plusieurs
plusieurs expressions anglaises qui portent le terme excès. Vous avez par exemple le terme excess of power, donc qui veut dire excès de pouvoir, excess of jurisdiction, excès de compétence, et vous avez même une maxime latine, tout du moins une expression latine, qui s'appelle ultra vires, qui veut dire pratiquement littéralement excès de pouvoir, ou tout du moins dépassement du pouvoir. Et cette notion d'ultra vires, elle est d'ailleurs fondamentale en droit public anglais, au point qu'un grand auteur, un grand classique, qui s'appelle William Wade, qui est l'un des très grands auteurs avec Dicey, même s'il est bien postérieur à Dicey, mais qui est donc un grand publiciste anglais, fait de cette notion d'ultra vires le principe central du droit administratif anglais. Alors, la notion est importante. Qu'est-ce qu'elle signifie? Eh bien, elle signifie peu ou prou, si on la prend de façon assez générale, elle signifie peu ou prou la même chose que l'excès de pouvoir français, c'est-à-dire que l'administration a un cadre pour agir, elle a des pouvoirs, et si elle dépasse ce cadre, si elle dépasse les pouvoirs qui lui ont été conférés par le Parlement, alors elle commet un excès de pouvoir. Donc on est à peu près dans la même logique que la logique française ici. Donc la notion est importante, et je vous disais tout à l'heure, elle a une importance constitutionnelle. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir en tête que le principe structurant véritablement important de l'ordre juridique anglais, le principe constitutionnel de base, c'est la souveraineté du Parlement. Donc tout ce que décide le Parlement fait autorité, et il faut toujours respecter la volonté du Parlement. Donc le but de la judicial review, en sanctionnant les excès, c'est de veiller à ce que l'administration, qui a des bornes, ne les dépasse pas, puisque si elle dépasse les bornes qui lui sont fixées par le Parlement, alors ça veut dire qu'elle viole la volonté du Parlement, et donc elle viole la souveraineté parlementaire. Donc c'est pour ça que la notion d'excès est constitutionnelle en ce sens-là, puisqu'en fait, quelque part, la judicial review, c'est le bras armé du Parlement qui permet de veiller à ce que l'administration reste dans les bornes de sa compétence. Et à l'inverse, ce que ça signifie, c'est également que lorsque l'administration reste à l'intérieur des bornes qui lui ont été fixées par le Parlement, alors elle est dans sa zone de confort, elle est dans son pouvoir discrétionnaire, et elle peut faire ce qu'elle veut. Le juge, normalement, n'a pas à rentrer dans sa zone de compétence, puisque dans ce cas-là, ce seraient les juges qui violeraient la volonté du Parlement, volonté qui a été de donner certains pouvoirs à l'administration. Donc la volonté du Parlement, la souveraineté du Parlement, elle est très structurante en droit public anglais, et elle est fondamentale quand on étudie cette notion d'excès. Ça, c'était le premier point. Second point, maintenant, comment est-ce que les juges ont pu contrôler cette notion d'excès en droit public anglais? Donc je vous l'ai dit, je vais prendre un cas assez particulier, qui est le cas des erreurs de droit, c'est-à-dire, en somme, l'interprétation de la loi, l'interprétation des dispositions de la loi. Il faut bien ici déjà distinguer deux choses, c'est qu'il y a deux notions importantes. Une distinction, c'est que les juges vont distinguer entre, d'une part, les erreurs de droit, pendant longtemps ça a été comme ça, ils vont distinguer les erreurs de droit qui affectent la compétence de l'administration, c'est-à-dire les erreurs qui seraient commises et qui vont soit étendre, soit restreindre la capacité de l'administration à agir, et se distingue de ce premier élément, les erreurs que l'on dit à l'intérieur de la compétence de l'administration, c'est-à-dire qui sont commises dans ce domaine que je vous ai expliqué tout à l'heure, ce pouvoir discrétionnaire qui appartient à l'administration, et qui est son domaine réservé et pour lesquels le juge ne peut pas intervenir, puisqu'encore une fois, ça fait partie de son pouvoir discrétionnaire de l'administration. Et donc, si elle commet une erreur dans sa compétence, elle ne commet pas un excès, puisqu'elle est toujours respectueuse, quelque part, de la souveraineté parlementaire. Donc, cette distinction, elle est importante. Elle est importante jusque dans les années 60. Alors, comment ça se passait avant, donc, quand il y avait cette distinction? Eh bien, pour illustrer le propos et pour éviter de prendre trop d'exemples, j'ai un petit peu postulé, j'ai pris une loi, selon que j'ai rédigé dispositif, bien sûr, tout à fait sobrement, et cette loi, on peut partir du postulat qu'elle dispose. Si un immeuble à usage d'habitation est considéré par l'administration comme étant insalubre, alors elle pourra démolir cet immeuble. Donc, si on part de cette loi, qui donc fixe un cadre à l'administration, eh bien, dans un premier temps, il y a certains arrêts, certains jugements de l'ordre qui mettent en évidence un contrôle très très restreint de l'excès, qui se limite seulement à veiller à ce que l'administration soit elle-même convaincue qu'elle est bien en face d'un immeuble, qu'elle est bien en face d'un immeuble à usage d'habitation et que cet immeuble est bien insalubre. Donc en somme, les juges faisaient un contrôle très très restreint, s'assuraient seulement que l'administration elle-même était convaincue qu'elle était toujours en cadre de la loi, et eux-mêmes, les juges ne veillaient pas, n'allaient pas eux-mêmes vérifier que c'était bien un immeuble, que c'était bien un immeuble à usage d'habitation, et que cet immeuble était bien insalubre. Donc dans un premier temps, l'excès de pouvoir, l'excès, il est vraiment très restreint et se limite pratiquement à la mauvaise foi de l'administration qui pourrait pratiquement dire non, non, mais j'utilise mon pouvoir de démolition pour détruire je ne sais quoi, un parking par exemple, ça ne rentre absolument pas dans le cadre de la loi. Là, les juges sanctionneraient parce que manifestement l'administration a fait n'importe quoi. Elle a véritablement excédé ses pouvoirs. Donc, si l'administration dit non, non, je suis convaincu que ce que j'ai en face de moi, c'est bien un immeuble à usage d'habitation et qu'il est insalubre, dans ce cas-là, les juges ne vont pas plus loin
et ne contrôlait pas tout du moins l'excès qui pouvait être commis en cas d'erreur. Pourquoi est-ce qu'il y avait cette approche très très restreinte à la base? Eh bien tout simplement, encore une fois, par rapport à la souveraineté du Parlement, les juges considéraient tout simplement que puisque le Parlement avait conféré à l'administration le pouvoir de déterminer ce qu'était un immeuble, ce qu'était un immeuble à usage d'habitation et ce qu'était un bâtiment insalubre, alors ces déterminations appartenaient au pouvoir discrétionnaire de l'administration, c'était à elle de vérifier, c'était à elle d'être convaincue qu'elle était bien en face de ces éléments, et le juge n'avait pas son mot à dire, on était dans le domaine de compétence de l'administration. Ça, c'est le premier état du droit très restreint, et j'en arrive donc à une évolution, à plusieurs évolutions qui ont eu lieu. C'est la troisième partie de ma communication, comment est-ce que cette notion d'excès a évolué. La situation, telle que je viens de vous la décrire, elle n'est pas du tout satisfaisante, vous le voyez, puisqu'au final, ça revient à dire que l'administration peut déterminer elle-même sa compétence. Si elle fait preuve d'un petit peu de mauvaise foi, si elle cache un petit peu les choses, et si elle déforme un petit peu les notions, on peut très vite arriver à des situations un petit peu bizarres où on considère qu'un immeuble est... je ne sais pas, un immeuble à usage d'habitation pourrait être un garage, par exemple. Pourquoi pas, vous pouvez y habiter, après tout. On pourrait, voilà, sur des cas assez limites, l'administration pourrait étendre à volonté son pouvoir, puisqu'elle pourrait commettre des erreurs sans être sanctionnée par les juges. Donc au final, l'administration avait la compétence de sa compétence, et cette situation n'était absolument pas vivable. Donc les juges ont mis au point certaines techniques pour pouvoir sanctionner de plus en plus d'erreurs, et donc étendre la notion d'excès de pouvoir. Notamment, deux grandes techniques vont être mises tout d'abord en évidence, vont tout d'abord être utilisées. Première technique, c'est ce qu'on appelle la doctrine du fait collatéral ou doctrine de la question préliminaire, ce qui permet en fait aux juges d'identifier au sein de la loi certaines conditions objectives qui peuvent être facilement vérifiées et qui conditionnent l'existence de la compétence de l'administration. Donc on sort de cette dichotomie qu'est-ce qui appartient à la compétence et qu'est-ce qui affecte la compétence, ou plus ou moins on en change le cadre, puisque de plus en plus d'éléments vont être considérés comme affectant la compétence et n'en relevant plus seulement uniquement. Donc dans la loi que j'ai pris comme exemple, on pourrait considérer par exemple que la détermination de ce qu'est un immeuble, c'est une condition objective, c'est facilement vérifiable, donc les juges vont contrôler. Ce qu'est un immeuble à usage d'habitation, même élément, c'est objectif, donc les juges vont contrôler, ils vont considérer que ce sont des questions préliminaires auxquelles il faut répondre avant que l'administration ne puisse véritablement porter son regard. Et c'est une fois que ces conditions sont réunies que l'administration a compétence déterminée encore une fois par le Parlement, et à l'intérieur de laquelle elle sera libre d'agir. Donc ça, c'est la première méthode qui va permettre d'augmenter la compétence, du juge sur le contrôle de l'administration. Deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle l'erreur apparente. Alors c'est un petit peu, là encore, un problème de traduction parce que c'est assez difficile à traduire, l'expression anglaise étant « error on the face of the record », ce qui n'a absolument aucune traduction en droit français, ou à peu près erreur apparente sur le dossier, quelque chose comme ça, qui est en fait une erreur apparente, une erreur manifeste dans les déterminations de l'administration. Donc par exemple, si je prends le cadre de ma loi, si l'administration considère qu'une habitation qui vient d'être construite il y a 6 mois, qui respecte parfaitement les normes, etc., est un logement insalubre, le juge pourra considérer que c'est une erreur manifeste, une erreur apparente, qui n'a besoin d'aucune enquête particulière, qui est tellement flagrante juste à la lecture des documents qui est devant vous, que l'erreur doit être sanctionnée, puisqu'elle est commise par l'administration. Donc, encore une fois, c'est un excès de pouvoir, l'administration a débordé le cadre de sa compétence. Donc ça, c'était deux techniques qui permettaient, donc question préliminaire et erreur apparente. C'était deux questions qui étaient... ces deux éléments permettaient d'étendre la notion d'excès et de contrôler de plus en plus d'erreurs commises par l'administration, mais c'était toujours relativement insatisfaisant. Donc les juges vont opérer un véritable revirement de jurisprudence dans une affaire très importante qui s'appelle l'affaire Anis-Minnick, qui a été rendue en 1969. Alors je fais très rapidement les faits. En fait, c'était suite aux expropriations qui avaient eu lieu après l'affaire du canal de Suez en Égypte. L'Angleterre met en place une commission d'indemnisation pour ceux qui ont été expropriés. Anis-Minnick a vu certaines de ces entreprises être expropriées en Égypte et donc va devant la commission pour demander réparation. Le texte qui prévoit l'indemnisation disait très explicitement que pour être indemnisé, il fallait que le propriétaire originaire soit anglais, britannique, et que le successeur, c'est-à-dire la nouvelle entreprise qui possède maintenant les bâtiments, soit aussi anglais ou britannique. Du coup, la commission, puisque Anis-Minnick a été exproprié par des autorités égyptiennes et avait été confié ensuite à des entreprises égyptiennes, considère que Anis-Minnick n'a pas le droit d'avoir indemnisation. Évidemment, il y a un recours qui est fait devant les juges.
Et si on applique les principes classiques que je viens de vous donner, normalement, la détermination était inattaquable puisqu'elle appartenait à la compétence, c'était à la commission de dire comment entendre la condition de nationalité. Est-ce que c'était cumulatif? Il fallait que l'entreprise originaire et la nouvelle entreprise soient anglaises, ou est-ce que c'était des conditions en fait alternatives? Donc ça, normalement, ça appartenait à la compétence de la commission, qui appartenait à son pouvoir discrétionnaire. Les juges ne vont pas rester dans cette ligne de conduite, ils vont étendre la notion d'erreur de compétence et ils vont considérer que la détermination devait être faite non pas par la commission mais par les juges eux-mêmes qui doivent interpréter toutes les notions juridiques qui sont présentes dans une loi et qui vont même considérer en l'espèce que la commission s'est trompée puisque la condition n'était en fait pas cumulative mais alternative et donc Canis Minic avait le droit à son indemnisation. Ce qui est le plus intéressant ici, et c'est ça justement qu'il faut, à mon sens, garder en tête, c'est quelle est la raison pour laquelle les juges vont opérer ce revirement de jurisprudence, cette extension de contrôle. C'est tout simplement qu'ils vont considérer que puisque la condition a été posée dans la loi par le Parlement, alors ça veut dire que le Parlement a entendu, a souhaité que cette condition soit respectée par l'administration, par la Commission, en l'espèce. Et puisque cette condition devait être respectée par la Commission, alors les juges doivent intervenir pour y veiller. Et leur interprétation s'impose à la commission. C'est-à-dire que maintenant, toute erreur de droit, toute interprétation juridique est faite par les cours et s'impose aux autorités administratives, alors qu'avant, justement, il y avait cette distinction entre les erreurs qui affectaient la compétence et les erreurs qui appartenaient à la compétence de l'administration. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que, justement, par cette décision, les juges ont étendu le contrôle de l'erreur de droit et qu'aujourd'hui, toute erreur de droit est considérée comme une erreur de compétence et donc comme une illégalité, comme un excès de pouvoir. Alors qu'auparavant, il y avait cette distinction, je reviens dessus, entre les erreurs qui affectaient la compétence et les erreurs qui appartenaient à la compétence. Donc, véritablement, cette décision, elle étend le contrôle des juges et elle étend le contrôle des juges toujours en restant dans le cadre de la souveraineté parlementaire, puisque ce que font les juges ici, c'est simplement de veiller à ce que ce qu'a posé le Parlement, les conditions posées par le Parlement, soient bien respectées par l'administration. Donc on est passé d'un état du droit qui était véritablement très limité à la base au nom de la souveraineté du Parlement, qui avait conféré un pouvoir discrétionnaire à l'administration, à un nouvel état du droit où les conditions juridiques posées par le Parlement ne doivent plus être déterminées par l'administration, mais par les juges eux-mêmes. Et si l'on se souvient qu'à la base, ce qui détermine la logique de la distinction originaire que j'ai exposée, c'est de dire que l'administration doit avoir son domaine de liberté et ne doit pas être limitée par les juges. Puisqu'aujourd'hui, les juges entrent dans son domaine de compétence et sanctionnent toutes les erreurs de droit, la question que l'on peut se poser et que je soumets à l'aimable assemblée, c'est est-ce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les juges qui, en augmentant leur contrôle, ne commettent pas un excès? Merci beaucoup. Merci infiniment et merci d'avoir respecté vraiment parfaitement le temps, 14 minutes 47 secondes. Donc c'était absolument parfait. C'était une excellente idée de commencer par cette présentation de droit étranger, particulièrement de droit anglais, je trouve, puisque les Anglais, ils ont à peu près tout inventé. Ils ont inventé la démocratie, le régime parlementaire, le Parlement, le bicamérisme. Ils ont aussi inventé le Judicial Review qui a été récupéré par les États-Unis notamment et qui a aussi été copié par la France. Peut-être qu'on pourra débattre tout à l'heure de la question de savoir si le fait que ce ne soit pas des juges spécialisés, donc par contre ils n'ont pas inventé le juge administratif, hein, les Anglais, mais le fait que ça ne soit pas des juges spécialisés qui exercent ce contrôle, est-ce que ça entraîne une différence flagrante avec le contrôle, le recours pour excès de pouvoir français particulièrement? On pourra s'interroger là-dessus tout à l'heure.